Alors moi je suis Julie Améno, donc je suis responsable de la médiathèque de l'Institut français du Gabon et je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui à l'Institut au cours de cette rencontre littéraire dédiée au livre de Daniel Meunier-Bengon intitulé Akomaya, un destin pour deux hommes. Donc c'est une belle plongée dans les réalités culturelles FAN, avec en toile de fond une réflexion sur l'opposition entre la tradition, la modernité, entre les connaissances scientifiques et les traditions, les savoirs mystiques. Durant cette présentation, Daniel sera accompagné de M. Antier Ondotunu, qui est professeur de lettres au lycée Mbélé. Il est écrivain également. Donc il a écrit 2 ouvrages intitulés Beauté sombre ou Loli l'ingénu et un ouvrage sur Adolf Hitler, La question du mal et le sens de l'histoire. Il est également lauréat du premier prix du concours international de poésie en 2021. Donc c'est M. Antier qui va assurer la critique de l'œuvre. À ses côtés, nous aurons M. Paul-Armand Togué, qui est également enseignant de lettres au lycée Mbélé, qui est chroniqueur culturel, qui a fait la préface de l'œuvre, qui est un collaborateur de plusieurs éditions locales. Et c'est M. Paul Togué qui va assurer la modération de cette rencontre littéraire. Voilà. Donc sans plus tarder, messieurs, je vous passe la parole. Merci. Après cette bienveillante et chaleureuse parole prononcée par l'hôte des lieux, Madame Julie Arnaud, et compte tenu du format convivial sans protocole qui a été préconisé pour cette rencontre, il ne nous reste qu'à nous acquitter d'un agréable pouvoir, celui de remercier tous ceux qui sont arrivés ici cet après-midi pour cet échange. Et ainsi, mesdames, messieurs, distingués invités, je vais me permettre d'être un peu lyrique cet après-midi. Je me retrouve dans la situation d'un jardinier qui a contribué modestement à arroser une jeune plante, et qui, quelques années plus tard, lorsque la plante a grandi et a commencé à produire des fruits, a été convié pour le partage de ces fruits. L'arbre dont il est question, il s'agit, bien entendu, vous l'avez imaginé, de M. Daniel Meunier-Bengon. Et les fruits, l'un des fruits que nous avons à partager cet après-midi, c'est bien entendu ceci, c'est-à-dire ce roman, Akomaya, un destin pour deux hommes, publié à Paris chez l'Armatan en 2004. C'est ce résultat de sa création, ce savoureux cocktail de là où on peut sortir les corps de garde et la technique narrative des soirées au cours du feu qui nous réunit ici ce soir. Dans le même cocktail, on va retrouver certainement la justesse de l'analyse et la rigueur liée à la fois à sa formation de juriste. Car Daniel est bien enfant de livre doux, dont l'âme et l'esprit ont été sortis et sont restés imprégnés des valeurs et des saveurs de son butin, du butin de ses aïeux et de ses parents. Cet enfant s'est ensuite envolé vers le ciel ouest-africain, au Sénégal, où il est revenu nanti d'un master en droit public, fonction de relations internationales. Celui-ci lui a permis de s'admettre au concours de l'École nationale de magistrature du Gabon, où il est sorti nanti d'un diplôme d'études judiciaires, s'engageant ainsi dans une éclatante carrière de magistrat. À ce titre, il est commissaire à la loi près du tribunal administratif de l'Ambadini. Il est d'ailleurs auteur d'un essai qui fait autorité dans son domaine. Il s'agit du recours en déclaration d'inexistence devant les juridictions administratives gabonaises, publié aussi à Dakar en 2019, toujours chez la Martin. Akomaya, un destin pour deux hommes, est donc sa deuxième publication. Mais
Comment comprendre ce basculement des questions de justice et de régulation administrative liées à sa formation et sa profession vers des préoccupations existentielles en rapport avec la condition humaine, une identité, comme le disait Madame Abno tout à l'heure, écartelée entre la tradition et la modernité, une préoccupation que le titre qui nous intéresse soulève. Telle est la question centrale qui nous réunit cet après-midi. Peut-être l'un de ces questions sera séquencée en 3 moments. Le terrain sera déblayé par un archiviste du verbe. Il a été présenté tout à l'heure. Il est à la fois romancier, essayiste et poète. On a rappelé ce qu'il a publié. Il a publié un roman qui a pris sur lui à Libreville, côté son pour lui dans ce lieu. Un essai, alors qu'il fait la question du mal et le sens de l'histoire. Et il est poète parce qu'il a remporté en 2021 le premier prix de la poésie organisé par la Ligue professionnelle des enseignants. Il est par ailleurs l'un des préfaciers du livre. À la suite de cet architecte, la vedette du jour prendra naturellement la parole pour apporter certainement les éclaircissements, de préciser peut-être un certain nombre de choses. Et la dernière articulation de la soirée portera sur l'interaction avec le public. Il s'agira pour le public d'interagir avec l'auteur et éventuellement le critique. Ainsi, sans plus tarder, on va passer la parole à M. Anti Olnokou qui puisse fixer le cadre et nous permettre d'entrer dans le vin. J'interviens en qualité de préfacier, en qualité de mentor également. Je suis linguiste de formation et je vais en quelque sorte faire appel à mon expérience de linguiste et théoricien pour effectivement décortiquer le texte. Avant même d'entrer dans l'œuvre, lorsqu'on prend cet ouvrage et l'entrée et la première de couverture, on sent déjà effectivement un certain ancrage dans les traditions africaines. Parce que la couverture nous présente effectivement un masque, peut-être une des masques, peut-être une statue, et nous savons très bien que le masque gabonais fait partie effectivement des œuvres privées de Pissé, qui sont dans le monde des arts. La couverture, l'image présente également un contraste entre le côté sombre et un côté clair. Un peu comme si le personnage principal voulait passer de l'ombre à la lumière. Peut-être de l'ignorance à la connaissance. Effectivement, lorsqu'on lit l'ouvrage, le contenu, on est effectivement informé de ce que c'est la réalité. Car le narrateur, effectivement, fait peu, effectivement, d'une certaine naïveté au départ, mais à la fin, il finit par effectivement obtenir plus de précisément quant à l'origine, effectivement, de la fortune ou de la richesse de son grand frère. Maintenant, donc, au texte, le titre même de l'œuvre, Akomaya, et nous sommes bien entendu éminemment ici dans la tradition africaine. Akomaya, ici nous sommes bien entendu dans l'arrangement, la préparation en quelque sorte, un peu comme si quelqu'un était préparé, arrangé, initié à quelque chose. Pour quel but? Pour un destin. Un destin que ce personnage, en quelque sorte, ne va pas partager seul, puisqu'ils sont deux.
un destin pour deux hommes. Là, on nous présente donc une dualité, en quelque sorte, entre deux personnages. Est-ce qu'ils vont s'affronter? Est-ce qu'ils vont s'unir? Est-ce qu'un partenariat, une opposition entre les deux personnages? Les éditions de Parlement ont bien compris que c'est une œuvre africaine et qu'il fallait bien entendu l'inscrire dans les traditions africaines. C'est pourquoi ils l'ont inséré dans la collection Écrits de l'Afrique. Voici donc ainsi présentée la première couverture de l'œuvre Akomaya. Lorsqu'on rentre dans le texte, on est tout de suite frappé par la dualité, la richesse culturelle et ethnique, effectivement, que contient cet ouvrage. On a une grande variété de mets, de nourriture, de plats qui sont présentés en langue vernaculaire, en langue franc. Preuve que l'auteur, effectivement, a voulu, effectivement, présenter la culture franc dans, effectivement, dans sa quintessence. On est également frappé par la grande utilisation, l'abondance des proverbes en langue, enfant, qui interviennent dans l'ouvrage. Et l'auteur a bien pris soin, effectivement, à chaque fois, d'expliciter le contenu de ces proverbes en les expliquant par une note de 4 pages. Donc, qu'on soit franc ou qu'on ne le soit pas, on ne sera pas égaré, on ne sera pas perdu dans la lecture de l'ouvrage de parler abondamment de ces proverbes. On peut également noter que les personnages de cet ouvrage sont très bien dessinés. L'auteur a très bien présenté les personnages, il leur a attribué des caractéristiques en fonction de l'objectif visé. Lorsqu'on prend par exemple le personnage de Tsirabeyo, un homme d'un certain âge, mais qui est à la fois ancré dans les traditions, qui fait également preuve de beaucoup de dualité, un combat intérieur, car il se demande finalement qui serait le plus approprié pour pouvoir conserver son savoir, son Akomaya, en quelque sorte. Lequel de ses enfants serait le mieux placé pour en assurer la relève. Et donc confronté à cette dualité. Car lui-même, il est tellement profondément moral. Il n'aime pas. Il fait preuve d'une grande droiture. Cependant, il y a face à lui Tira Esoso, qui lui est plutôt scientifique, moderne. Il n'est pas très attaché aux richesses de la Komaya. Il estime que c'est vicieux, en quelque sorte. Et que le savoir scientifique, eh bien, lui suffit pour pouvoir effectivement s'épanouir dans la vie. Après cet aspect, ces personnages, on peut relever un côté philosophique, une profondeur philosophique de l'ouvrage, parce qu'il soulève quand même des questions profondes. La richesse, la moralité. Faut-il se corrompre pour devenir riche? Est-ce nécessaire? Peut-on posséder des reliques? Est-ce les reliques qui rendent Tsirabeyo riche, fortuné, ou est-ce le travail? Ça soulève également des questions profondes. Est-ce réellement la Komaya qui l'a enrichi? Car il est en même temps présenté comme quelqu'un de très travailleur. Ce sont donc des questions qui apportent
qui amène à réfléchir sur, en vérité, le bien fondé ou pas de l'Akoma. Lorsqu'on pousse plus loin la réflexion de cette œuvre, il y a des choses qu'on aurait aimé voir, peut-être des personnages qu'on aurait aimé être décrits de façon beaucoup plus profonde, parce que leur stature dans l'œuvre est quand même importante, même si elles sont secondaires. On aurait peut-être aimé qu'ils soient habillés de façon beaucoup plus touffue, qu'ils aient une présence beaucoup plus riche dans l'ouvrage. C'est peut-être le cas de Ondo, fils de Nanantam, qui effectivement a affronté Akoma à un moment donné, mais qui a été en quelque sorte laissé au vent, parce que Akoma aurait gagné en quelque sorte l'échange des opposants. On aurait eu l'impression que l'orgueil, la richesse gagnée malhonnêtement prenait le dessus sur la morale, sur la justice, un peu en quelque sorte au sentiment que l'on a lorsqu'on lit ce passage du l'ouvrage. Et bien entendu, étant donné que c'est un ouvrage éminemment traditionnel et qui a un côté mystique, certains peuvent avoir la crainte, peut-être même la peur de lire l'ouvrage, parce qu'effectivement, on plonge au cœur des initiations, au cœur du mysticisme. Mais bien entendu, avec pour objectif de s'interroger sur les véritables valeurs de la richesse, de la fortune, du savoir. Et non pas dans l'objectif, bien entendu, d'ensorceler. Mais ce sont des questions qui peuvent rebuter. Vous l'avez compris, je suis en train de relever les côtés, les points faibles en quelque sorte de l'ouvrage, ce qu'on peut appeler la critique négative. On peut également, par moments, avoir le sentiment d'une répétition à certains endroits. C'est peut-être un choix délibéré de l'auteur d'insister peut-être sur certains aspects, et ce qui fait que ça revient. Certaines choses reviennent et donnent l'impression d'une répétition. C'est le cas par exemple d'Ingokom, lorsqu'on parle de l'arbre d'Ingokom qui revient. Et l'auteur effectivement explique les raisons de cet arbre pour effectivement en faire la corrélation avec le personnage principal ou le second personnage principal qui est Akoma, qui compare avec Ingokom qui est un arbre bien connu, qui défend, un arbre constamment en brousse, constamment isolé. Il n'y a pas, lorsque Ingokom cet arbre est planté quelque part, généralement c'est un arbuste, il n'est pas très grand, et lorsqu'il est planté là, il n'y a pas un arbre à 3 mètres autour. Il n'y a pas un arbre à 3 mètres autour, effectivement. Et généralement, c'est un arbre un arbuste, sur cet arbuste, il y a souvent des fourmis très piquantes. C'est un aspect que l'auteur n'a pas relevé dans l'ouvrage. Et Ingokom est habité par des fourmis très très piquantes, et ça fait que si on s'en approche, on peut se faire piquer très fort. Et ça, c'est un aspect intéressant qui aurait pu être relevé dans le texte. Et ça fait peut-être aussi un peu comme si les autres arbres avaient peur d'être piqués par ces fourmis. Et il prend cette image pour montrer effectivement le caractère ou la volonté hégémonique d'Akoma, qui veut être le seul à posséder la richesse et qui veut que les autres viennent constamment lui demander. Donc, il veut être le seul au sommet de la fortune. Donc, ça sont les aspects négatifs que je viens de relever. Donc, de toute façon,
résumé, donc, on peut dire que cet ouvrage est un roman qui parvient à mêler effectivement des éléments de la tradition africaine, des questions d'ordre universel, la famille, le pouvoir, l'héritage. L'œuvre est très riche en enseignement et pousse à une réflexion sur l'être humain. Même si certains aspects narratifs et stylistiques, n'est-ce pas, peuvent déstabiliser certains lecteurs. Malgré ces quelques faiblesses, l'ouvrage reste d'une lecture captivante, pleine de sagesse et d'enseignement. Voilà la critique ou l'analyse sommaire que je peux faire de l'ouvrage. Je vais, en faisant, laisser peut-être la parole à l'auteur pour voir si effectivement des choses que j'ai écorchées ou il y a des choses qu'il aimerait ajouter à l'analyse que je viens de faire. Une œuvre littéraire porte généralement le nom d'un seul auteur ou d'une seule autrice. Mais il porte en réalité l'empreinte de nombreux hommes et de nombreuses femmes qui ont inspiré son auteur. Et au moment de présenter cet ouvrage, je pense à mes grands-mères, avec qui j'ai passé de belles années dans mon enfance et qui m'ont inspiré. Ma grand-mère Fonolo Marie-Claire, ma grand-mère Okonalo Catherine, ma grand-mère Nzemba Mathilde et ma grand-mère Ndemengalo Bian. Catherine qui est encore en vie. Et je pense que si elle vivait encore aujourd'hui, certaines d'entre elles, elle me demanderait peut-être les droits d'auteur. Parce qu'il y a certaines belles phrases qu'on pourrait voir dans le roman Akomaya et qui sont en réalité leurs phrases. Mais bon, je considère que c'est un peu... Je considère que c'est un peu ma part d'héritage. Je remercie l'ambassade de France et le centre culturel français, l'Institut français, qui nous accueille aujourd'hui. Je remercie également ma famille présente aujourd'hui, ma mère, mes beaux-parents, et aussi mon infatigable épouse et ma première lectrice. Et je remercie aussi mon professeur de français, M. Lepouquet, et M. Antier Ondo, qui pendant des années m'a toujours donné des conseils, aussi bien sur la vie que sur la littérature. Pour en venir au roman Akomaya, pourquoi écrire sur l'Akomaya? Pourquoi ce sujet? Il est d'abord important de définir l'Akomaya. L'Akomaya vient du verbe fan qui signifie akom à l'infinitif, c'est-à-dire fabriquer, arranger, créer ou façonner. Et c'est le mot façonner que nous avons pris comme définition. Donc l'Akomaya, c'est une chose mystique qui façonne le destin des hommes. Comment réussit-on à avoir l'Akomaya? De ce que j'ai appris, il y a deux manières. Lorsque votre enfant est encore tout petit,
vous pouvez lui faire un bain mystique, mais uniquement avec des personnes dont vous êtes sûr qu'elles ont de l'amour et de la considération pour votre enfant. Les personnes vont dire lorsque tu seras grand, tu vas sauver la famille de l'ennemi, tu auras beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants, beaucoup d'argent, tu seras un homme généreux, chaque fois qu'on va passer chez toi, il y aura toujours de la nourriture. Ça, c'est une manière de transmettre. Mais il y a une autre manière de transmettre qui peut consister en un crâne humain ou en une bouteille d'huile, un t-shirt, etc. Donc cet objet mystique est censé vous procurer la bonne fortune. Mais il se trouve que lorsque celui qui possédait la Komaya décède, il peut y avoir une guerre de succession. Un peu comme les enfants d'un même roi peuvent se retrouver à se battre pour le royaume. L'un peut se dire je suis le fils de la première femme, l'autre va dire je suis le fils d'une maîtresse, mais je suis plus intelligent, plus courageux, c'est moi qui mérite. Et bien dans Akomaya, c'est une guerre de succession entre le fils d'une dame la plus belle et la plus aimée et le fils d'une outsider, mais qui a l'avantage d'avoir des qualités humaines, d'être un travailleur, d'être quelqu'un d'humble, d'être quelqu'un de sincère et d'avoir la particularité ou la qualité d'avoir de l'amour sincère pour les gens. Et donc, c'est un peu dans ce conflit-là, entre deux personnes, que s'inscrit le roman Akomaya. Le roman Akomaya aborde la question du mysticisme, c'est exact, mais il aborde aussi plusieurs questions, mais de façon subliminale. On pourrait avoir l'impression qu'il n'y a que la communauté fan, mais il décrit aussi de façon implicite nos sociétés gabonaises. Dans Akomaya, par exemple, il y a l'un des personnages qui épouse une femme fan comme lui, et le mariage échoue. Et un autre des personnages qui épouse une Niémé, et le mariage réussit. Dans nos sociétés, il y a de tels faits. Ça, c'est un message subliminal. Il y a également d'autres messages, notamment dans la réussite. Qu'est-ce que la réussite? Est-ce que c'est simplement avoir beaucoup de femmes, beaucoup d'argent? Est-ce qu'en menant une vie simple, on peut estimer qu'on a échoué sa vie si on n'a qu'une seule femme et si on a du manioc ou du riz tous les soirs? Donc, ça, c'est un peu le résumé de l'Akomaya. Et quels étaient les objectifs que je m'étais fixés en rédigeant ce roman-là? Le premier objectif était d'assurer la transmission de notre patrimoine culturel, à savoir avec nos plats, nos manières de parler, nos manières de manger, nos proverbes. Amadou Ampateba disait qu'en Afrique, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Mais le problème, c'est que tous nos vieillards, nos pères et nos mères qui ont la connaissance sont en train de partir. Et si nous n'écrivons pas, toutes nos bibliothèques vont brûler et nous n'aurons
plus nos savoirs traditionnels. Ça, c'était un des objectifs. Un autre objectif, c'était de partager de très bons moments que j'ai passés dans mon enfance et que je vis d'ailleurs aujourd'hui. Et je me dis que ces moments-là, beaucoup ne pourraient pas les connaître, notamment nos enfants. Donc en consignant tout cela dans un livre, nous faisons un peu une œuvre on va dire de solidarité, de transmission et de générosité. Parce qu'écrire, c'est aussi un acte de générosité intellectuelle. Ce sont les deux objectifs principaux. Ajouté à cela, il y a la réflexion. La réflexion sur le sens de la vie, les conditions de la réussite. Et dans Akomaya, il y a aussi certaines questions qui sont abordées de façon subliminale, notamment des questions de gouvernance, mais que mon devoir de réserve ne me permette pas d'aborder de façon frontale, par exemple. L'un des héros possède l'Akomaya, oui. On peut se dire que la Komaya justifie sa richesse. Mais d'un autre côté, c'est aussi un homme d'affaires qui obtient des marchés publics grâce à son oncle, qui ne finit jamais les travaux et qui se retrouve toujours payé. Ça, c'est une question que beaucoup de nos sociétés africaines doivent traiter. Il y a d'autres questions. Au moment où j'écrivais Akomaya, la bourse avait été suspendue pour les enfants. C'était en 2022-2023, les enfants ne percevaient plus la bourse. Et donc, il y a un passage sur la bourse à l'intérieur, parce que mon père, ma mère, tous deux orphelins, m'ont toujours expliqué que la bourse avait été d'un très très grand soutien pour eux. Aujourd'hui, la bourse, c'est l'argent pour aller au bar ou en boîte de nuit pour nos enfants, mais avant, la bourse permettait à beaucoup de tenir pendant tout un trimestre. Donc oui, il y a la thématique de l'Akomaya qui est présente dans l'ouvrage, mais en réalité, il y a beaucoup d'autres questions qui sont abordées. Et une critique que j'ai trouvée particulièrement fondée, c'est la question des répétitions. La question des répétitions, oui, mais à ma décharge, c'est mon tout premier roman et on espère que si j'écris un autre roman un jour, peut-être que ce sera gourmet. Et il y a quelque chose que Monsieur Ntogé a également dit, à savoir que je suis magistrat et je suis allé vers la littérature. Même si Akomaya c'est mon premier roman, en réalité, je suis parti de la littérature pour le droit, puisque j'ai connu la littérature au lycée, à l'école primaire. Mes deux parents sont enseignants, il y avait toujours des livres. Donc j'ai connu le droit avant la littérature. Et voilà, j'ai connu la littérature avant le droit et je ne fais que qu'opérer un retour aux sources. Un retour aux sources. Et j'essaie de marcher sur ces deux pieds-là, la littérature, le droit, intellectuellement. Voilà, je suis un peu polygame, donc la littérature et moi, c'est un mariage d'amour. Et le droit et moi, c'est un mariage plutôt de raison. Voilà. Donc, je vous remercie, nombreux d'être venus, et j'espère que nous aurons de bons échanges ce soir. Donc, après
après ces deux brillantes interventions qui nous permettent d'entrer dans l'échange pour lequel nous avons fait le déplacement cet après-midi, qu'est-ce qu'on peut se dire? On peut se dire que ce soit le critique ou l'auteur, il convient d'une chose, c'est que Akomaya, un destin pour deux hommes, est d'abord une plongée dans le riche et divers patrimoine culturel gabonais. Les deux ont insisté sur la dimension gastronomique, la dimension palémique, les nombreux proverbes et les pertinents proverbes qui reviennent de façon récurrente dans l'œuvre. Ils ont insisté là-dessus, avec une ouverture naturellement vers la dimension spirituelle et essentiellement sur une réflexion autour de la condition humaine, les conditions de réussite dans la critique morale, richesse et spiritualité. Quel est le ressort qui revient le plus, qui est prédominant pour la réussite d'un être humain? Avec des questions en rapport avec, et c'est ça l'ouverture que l'auteur a apportée, les questions qui reviennent en rapport avec notre modernité contemporaine. Les sociétés, pour ces sociétés dans lesquelles nous vivons, sont confrontées à un ensemble de problèmes, et ces problèmes sont abordés dans l'œuvre. L'auteur est revenu là-dessus tout à l'heure, les questions de gouvernance politique, gouvernance économique, en précisant que du haut de sa stature, il ne peut pas aborder de manière frontale un certain nombre de sujets. Mais ces sujets sont abordés dans l'œuvre. Les questions de gouvernance sont abordées de manière assez subtile, mais évidente dans l'œuvre. Les questions en rapport avec des questions de mœurs aussi sont abordées dans l'œuvre. Cette banalisation, la consommation de l'alcool et autres, c'est aussi abordé dans l'œuvre de manière directe. Donc, après avoir dit cela, on attend que les uns et les autres, puisque c'est le format convivial, chacun puisse apporter sa contribution, sa lecture, peut-être soulever des ondes d'ombre pour éventuellement que l'auteur et le critique puissent apporter un peu plus de précision et de lumière. Sur ce, la parole est à qui veut bien la prendre. Voilà. Je voudrais d'abord remercier l'auteur pour cette œuvre, ainsi que le panel qui présente cette œuvre ce soir. Je voudrais insister sur le problème de Akomaya. Pour bien expliquer, selon la tradition, en quoi cela consiste-t-il. Bon, nous sommes dans les temps modernes, mais tel n'a pas toujours été le cas. Avant le modernisme, on préparait les gens pour leur confier un destin. La préparation pour la première personne se faisait tôt, c'est à la naissance. Le premier bain qu'on faisait à l'enfant, c'est dans ce bain-là, il y avait des choses, et tout autour du bain, il y avait des personnes qui devaient prononcer des phrases. Et le destin de cette personne était vraiment le reflet de ce qui avait été dit, des paroles qui avaient été prononcées. Ça, c'est la première manière. Mais lorsque on a déjà un Akomaya, souvent on donne un symbole pour représenter cet Akomaya-là. Et c'est ça qui se transmet. Donc, celui qui est détenteur, au terme de sa vie, il doit choisir des gens pour hériter des mêmes pouvoirs. Alors, donc, comme les choses, les tâches étaient partagées avant, il y a un qui parle. Donc, lorsqu'un problème se pose dans la famille, celui qui a le don de la parole, on lui donne la Akomaya pour ça. C'est lui qui règle tous les problèmes de la famille.
Alors, quand les gens doivent se marier, tout le monde n'est pas aimé. Il y a un qui est spécialiste, on lui a donné la Komaya. C'est lui qui donne les femmes à ses frères. Donc, quand son frère est célibataire, on lui dit va chercher une femme. Il va dans le village voisin, il revient, il dit mon frère, je t'ai trouvé une femme. Tiens. Donc, quand il y a les guerres, il y avait des gens qui sont spécialistes, qui avaient reçu la Komaya dès le départ pour ça. Donc, c'est lui qui était le général qui entraînait l'armée du village. Donc, chacun avait un rôle, les tâches étaient partagées. Maintenant, il y a, au terme de la vie, il faut remettre la Komaya à quelqu'un. On ne peut pas remettre ça à celui qui ne mérite pas. Parce qu'il y a celui qui le détient a le temps d'observer. S'il a des enfants, il choisit un ou deux, mais souvent, quand il sent qu'il va, il est au terme de sa vie, il réunit les enfants et dit, voilà, le pouvoir, la Komaya, c'est ça, on montre. Alors, c'est la dent de panthère, soit une griffe de l'aigle, quelque chose comme ça, qui représente une force, une puissance. Donc, vous allez, voilà ça. Mais ça marche comme ça, parce que la Komaya a aussi des interdits. Celui qui le détient ne peut pas se permettre de faire du n'importe quoi. Il lui est interdit de faire certaines choses. Voilà la Komaya. Donc, vous ne versez pas de sang, vous ne faites pas ça, vous ne faites pas ça, vous ne faites pas ça. Mais il mourrait avant d'avoir désigné quelqu'un. Et ça créait une guerre de succession. Parce que même si c'était les enfants d'une même mère, chacun veut prendre le pouvoir. Mais ça s'empirait quand c'était les cas de polygamie. Parce que les enfants des différentes femmes vont s'affronter pour avoir le pouvoir, l'aura. Parce que quand on a la Komaya, on devient un leader. Ça, c'était l'approche traditionnelle de la Komaya. Maintenant, la transmission moderne, c'est que nos parents sont en train de nous dire, maintenant, transmission moderne, c'est l'école. Il faut faire l'école. Nous, on était là, dans la période de la Komaya pour être élevé dans la société, pour être apprécié, pour être reconnu. Maintenant, votre Komaya, donc c'est l'école. C'est ce qu'on insiste, c'est ce sur quoi on insiste maintenant. Donc, ils nous disent, ne prenez pas la Komaya des autres, ne prenez pas la Komaya des Blancs, parce qu'eux aussi ont leur pratique. Avec leur pratique là, ça ne marche pas avec nous. Ne prenez pas les feuilles, parce que la Komaya peut être une feuille que vous gardez dans la maison de génération en génération. Ne prenez pas les feuilles des autres, ne mangez pas les feuilles des autres. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à la Komaya. Pour montrer ses origines culturelles du point de vue du femme. Merci. Je crois qu'on ne peut pas commenter, les paroles pleines de sagesse et les exhortations qui ont été faites par l'aîné il y a tout juste quelques instants. On retient juste que il y a eu en fait la Komaya tourne autour de la fabrication des leaders. Et qu'aujourd'hui le leadership s'acquiert par l'instruction et la formation, en privilégiant les acquis et les héritages
qui sont ceux légués par nos ancêtres. Donc la parole reste toujours à qui veut la prendre. J'étais en train de travailler, j'ai entendu le monsieur parler et ça m'a intéressé parce que la conga, c'est comme ça qu'on l'appelle en France, c'est quand même quelque chose d'assez sacré dans la culture fan. Et outre le fait que on n'a entendu que des avantages évidemment, mais évidemment ça pose aussi des problèmes comme d'ailleurs il a relevé dans le texte. Alors ma question, déjà c'était pour féliciter le monsieur parce que vu que c'est un patrimoine que les gens ont parfois gardé secret et qu'on n'en parle pas souvent dans les familles. Mais par rapport à ça, j'avais quand même une question, c'était celle de savoir, est-ce qu'il n'y a que des avantages lorsqu'on parle de la Kumaya, comme il a dit? Est-ce que ce patrimoine culturel ne présente pas aussi des inconvénients? Merci madame pour l'intérêt que vous portez à cet ouvrage. Pour répondre à votre question, la Kumaya a effectivement des inconvénients. Des limites, puisqu'il y a des interdits, comme l'a rappelé Papa François, il y a des interdits lorsqu'on reçoit la Kumaya. Ce n'est pas quelque chose, un pouvoir que l'on vous donne sans contrepartie. Il faut dire que moi, en écrivant sur la Kumaya, je suis un peu, je ne vais pas dire un apprenti, mais quelqu'un qui n'en connaît pas assez, un aveugle. Et chez les femmes, on dit les aveugles ne parlent pas des histoires de singes. Et donc, en parlant un peu de la Kumaya, je suis un peu comme l'aveugle qui parle des histoires de singes. Mais de ce que j'ai observé ou de ce que j'ai entendu dire, la Kumaya comporte effectivement des interdits. Il y a un article que le professeur Mzombe avait écrit sur la Kumaya et il explique un peu la différence entre la Kumaya Ak'e et vous allez voir un peu les différents interdits. Et il écrit l'Ak'e du verbe Ak'e, faire une promesse, est une sorte de contrat, un pacte qui se conclut entre un adulte et un enfant. Il existe deux formes d'Ak'e. Le bon Ak'e, que l'on appelle Akumaya, du verbe akum, arranger, réparer, et le mauvais Ak'e. L'Akumaya consiste donc à fortifier un enfant en le prédestinant en quelque sorte à réussir dans la vie. L'Akumaya peut amener un individu à devenir très riche et très puissant dans le groupe en ayant beaucoup d'enfants, de femmes, de bétail et de culture. C'est la Kumaya Kum, autrement dit la Kumaya de la richesse. Il existe plusieurs types d'Akumaya. La Kumaya se transmet généralement de père en fils. Il fonctionne en parallèle avec un ou plusieurs interdits. Le sorcier, un homme concepteur de la Kumaya, énumère une série d'interdits ou de règles que l'enfant doit respecter afin que la promesse s'accomplisse à son âge de raison. Il ne faut surtout pas que l'enfant transgresse un seul tabou. La tradition veut que pour bénéficier d'un Akumaya, le destinataire doit nécessairement avoir la double vue, c'est-à-dire les vous. Et vous, enfant, c'est une sorte d'esprit maléfique. On ne peut donc pas arranger un myomyo ou un yema. Un myomyo, c'est un néophyte. Vous ne participez pas à leur réunion nocturne. Voilà, donc on ne peut pas vous donner la Kumaya dans ces conditions-là. Vous comprenez? Déjà, il faut connaître le monde mystique
Et il faudrait aussi respecter les interdits. Et de ce que j'ai appris, en violant ces interdits, vous pouvez soit mourir, soit votre akomaya n'aura plus d'effet. Bon, ça c'est pour le bon akomaya. Et pour le mauvais akomaya, qu'il appelle Ake, et il écrit: le mauvais Ake est quant à lui transmis par avinum, c'est-à-dire le mauvais cœur, la haine du cœur. Le fait de aveler, rendre rouge l'enfant, l'ensorceler, le fait de aveler un enfant revient à le maudire, à le condamner en agissant directement sur sa personnalité, on dévie en quelque sorte la trajectoire de son destin normal. Le chemin classique de la transmission de la Ke'e ressemble à ceci. Un adulte sorcier, un homme, invite un enfant à manger. Pendant que l'enfant mange, l'adulte qui est entré dans un état second, Akuamo, formule à peu près les paroles suivantes. L'adulte: quand tu seras grand, que me donneras-tu? L'enfant: silence. Quand tu seras grand, tu me donneras X, n'est-ce pas? L'enfant: oui. Ou bien, si tu veux réussir dans la vie, tu devras me donner X, sinon tu mourras. Donc, pour résumer, il y a la Komeyakum qui a certes des interdits, mais l'inconvénient pour ceux qui sont athées ou chrétiens, c'est qu'il faut entrer dans le monde mystique. Donc, si vous êtes chrétien, normalement, oubliez déjà la Komaya, même la Komaya Kum. Et le mauvais akomaya, la Ke'e, ça ne fait pas partie de l'ouvrage. Hein, la Ke'e peut faire l'objet d'un ouvrage distinct, mais je n'aborde pas. Donc, cela permet aussi en quelque sorte de revenir sur la morale. Parce que la Ke'e, ça l'article l'explique, cela se fait généralement par les voisins, les frères du village. Un père ne peut jamais donner la Ke'e, le mauvais akomaya, à son enfant. Et je comprends un peu certaines choses. Pourquoi toutes mes grand-mères, quand j'allais au village, elles me disaient: ne pars pas chez les voisins, à l'exception de X, X, X ou Y. Et surtout, quand tu pars, ne mange pas la nourriture. Parce que lorsque tu vas manger de la nourriture, de la banane, il va te dire qu'est-ce que tu vas me donner quand tu seras grand. Tu vas dire je vais te donner ceci, cela, voilà. Donc lorsque l'on écrit, il y a une morale derrière. Moi aujourd'hui, bon ça fait longtemps, mais je pourrais aller au village avec un de mes enfants en ayant peut-être lu Akomaya ou un autre ouvrage. Il va comprendre qu'il y a certaines choses que l'on ne fait pas. Vous comprenez, tous les parents ne connaissent pas forcément ces choses-là aujourd'hui. Donc il est important d'écrire ces choses-là dans les livres pour qu'elles soient mises à la disposition du public. Donc lorsqu'on écrit, ce n'est pas pour apprendre aux enfants à devenir sorciers, mais pour être prudent. Dans la vie, il faut être très 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 prudent parce que plusieurs choses peuvent nous arriver aussi par ignorance. Oui, peut-être que je peux ajouter, je vais toujours intervenir, je vais rester dans la position de critique, hein, celui qui s'interroge, tout simplement. Et lorsque j'entends notre papa parler, ainsi que Daniel, finalement, il n'y a pas que des avantages dans l'acquisition de la Komaya. Il n'y a pas que des avantages. Cependant, la condition sine qua non que celui qui lègue doit vérifier, c'est la morale. Il doit être absolument convaincu que celui à qui il va léguer cet akomaya est quelqu'un de foncièrement moral.
qu'il est quelqu'un de foncièrement attaché à la famille, qu'il ne va pas brader la Komaya. Et si c'est gardé secret, c'est justement parce que ça peut être volé, ça peut être mystiquement vu, volé par les voisins et tirer ça à son avantage. Donc c'est pour éviter de nuire finalement à la famille derrière qu'on garde ça secret. Et puis c'est aussi tenu secret parce que tous les membres de la famille n'ont pas tous les mêmes conditions de cœur. Il y en a qui peuvent être pervertis, il y en a qui peuvent être méchants, qui peuvent être mal intentionnés. Et par conséquent, au-delà donc de trouver la bonne personne, il faut également tenir ça secret. L'ouvrage que Daniel vient d'évoquer tout à l'heure insiste sur le fait qu'effectivement, il y a la mauvaise transmission, il y a la quête. Donc, ça veut dire qu'il y a possibilité de pervertir la Komaya. Donc, c'est en fonction de l'usage, en fonction de la moralité des membres de la famille qui gèrent la Komaya, que ça peut avoir des avantages. Donc, si la personne qui reste avec ça est attachée à la famille et n'a que le souci du bien, théoriquement, ne serait-ce que sur une certaine durée, ça devrait procurer des avantages. Parce que c'est d'abord une bénédiction, quoique une bénédiction mystique, mais c'est d'abord une bénédiction pour la famille. Donc, voilà en quelque sorte comment je comprends ça. Donc, dans les familles où ça pose problème, c'est que les membres de la famille sont animés des intentions perverses. Donc, du coup, c'est pourquoi, en quelque sorte, on peut dire que, bon, Daniel a évoqué le fait qu'il faut, le côté mystique fait qu'effectivement, il faut posséder certaines facultés ou avoir été préparé à voyager de façon astrale, peut-être pour effectivement posséder cela. Donc, il y a une préparation à la base qu'il faut faire et une observation attentive également aux sources avant de transmettre. Il y avait deux doigts, et on va privilégier celui du doyen. Oui, donc ce que je voulais dire en plus, c'est que lorsque on a préparé un enfant, il est encore bébé, il doit grandir. Donc, il y a des personnes qui avaient assisté, qui connaissent les codes, qui sont là pour conduire l'enfant et lui transmettre le symbole de la Komaya quand il aura un certain âge. Alors, souvent, il peut arriver que ces personnes, au lieu de remettre la chose à l'enfant quand il a la majorité, détournent cela. Et la Komaya va réagir et il y a des décès, des morts, des folies. Comme ça, ça opère. Ça marche maintenant de manière négative. Parce que la Komaya suit un peu le sang. Donc, il est pour faire apporter tel comportement, tel bien à telle famille. Alors, quelqu'un qui voit loin, il vient arracher, ou il trouve une raison de venir prendre ça. Il va avec ça chez lui, alors il va constater tout de suite, parce qu'il ne connaît pas comment la Komaya marche, parce que la Komaya a des interdits. Quelqu'un, généralement, il ne dort pas avec une femme dans la journée. Ça, c'est un interdit, par exemple, chez les gens qui détiennent ça. Il ne peut pas manger un certain animal, par exemple. Il ne mange pas tel singe ou tel antilope. Il ne peut pas assister aux obsèques des gens
à l'enterrement, il va après l'enterrement. Il a donc plusieurs choses, plusieurs interdits. Lui, il le connaît. Et il y a aussi qu'il faut la façon de parler à la commère. Il a les mots appropriés pour parler. Donc, celui qui ne connaît pas, il se retrouve avec ça, c'est la folie, c'est les dégâts. Donc, et là, ça se comporte comme un acquis, comme il a dit, c'est-à-dire un accompagnement de malédiction. C'est-à-dire, vous, par exemple, on a des familles où il n'y a pas beaucoup de gens, mais les 3 personnes là réussissent. Et puis, il y a eu des familles où ils sont à 20, 15, mais aucun n'arrive à réussir. On dit oui, vous êtes nombreux, mais vous serez rien du tout dans la société. Donc, c'est un accompagnement négatif d'acquérir. Quelqu'un a prononcé ces paroles. Et l'accompagnement négatif là, ça ne se transmet pas réellement à la naissance. Ça se transmet dans la journée quand les enfants sont abandonnés dans le village et sont libres d'aller se promener. Alors, celui qui a des mauvaises intentions dans le cœur, qui est jaloux d'une famille, il voit un enfant, il l'invite, petit, oui, papa est là, non, maman est là, non. Tu as faim? J'ai les bananes. C'est souvent à travers la banane. On donne la banane à l'enfant. Dès que l'enfant prend, il prononce des paroles négatives. Toi, tu ne seras rien. Pas de femme, pas d'enfant, pas de maison. Tu n'auras rien. Tes paroles seront d'écouter dans la société. Alors, il se retrouve dans ça, des familles comme ça. Alors, s'il n'y a pas un homme sage qui sait, qui a le regard pour comprendre que là, c'est pas normal, ça ne marche pas, il faut convoquer une réunion pour enlever ce sort dans la famille. Ça va créer une génération de 3 comme ça. Donc c'était pour essayer de compléter ce qui avait été dit. Oui, je voulais réagir en faisant au début le dilemme moral parce que ce sont des questions de... Et je me demandais si j'allais partir au bout, est-ce que c'est compatible avec les valeurs chrétiennes. Et lorsque je regarde la Bible, je me dis que la Kumaya n'est pas une spécificité franche. Je me dis même que c'est quelque chose d'universel. L'élément fondamental dans la bénédiction, dans la Kumaya, ce n'est pas tant la relique, mais c'est la bénédiction. Pour ceux qui sont chrétiens, vous avez regardé dans la Bible avec Ésaü, Jacob et leur père Isaac. Ésaü, le plus grand glouton, grâce à la maman, voilà, la femme de, voilà, c'est plutôt le plus jeune.
Donc, c'était une manière, en quelque sorte, de préparer. Le président africain en question avait été préparé avant même la naissance de faire rayonner son nom de famille dans toute l'Afrique et dans le monde entier. Voilà. Il y avait un doigt. N'est-ce pas, en fond. Et la question de la dame tout à l'heure portait justement sur la nature de la Komaya. Le bon Akomaya et le mauvais. Je m'attendais, dans l'aboutissement de votre réponse, cher Daniel, que vous puissiez nous faire savoir quel est le type d'Akomaya que possède, n'est-ce pas, le héros de votre ouvrage. Puisque tout au long, dans le petit extrait que j'ai parcouru rapidement, il me semble que c'est quelqu'un qui fait un mauvais usage de la chose. C'est ce qu'il me semble. Je n'ai pas lu l'ouvrage en entier. Parce qu'il est dans le clientélisme permanent, il se permet de gagner des marchés, il ne fait pas les travaux jusqu'à terme, il perçoit qu'il est quand même rétribué en fin de compte. Du moins. Dans l'ouvrage, il s'agit du bon Akomaya. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'Akomaya est un instrument dans les mains d'une personne. Ce n'est pas parce qu'il en fait un mauvais usage qu'il s'agit du mauvais Akomaya. Pourquoi? Supposons que j'apporte une machette ici. Supposons que l'Akomaya soit une machette. Vous avez deux enfants, l'un est délinquant, l'autre est travailleur. L'un va prendre la machette pour aller débrousser le champ et faire de l'agriculture. Est-ce que la machette en elle-même est bonne? C'est un instrument. L'autre va prendre la machette pour aller braquer. Est-ce que la même machette qui était l'instrument pour faire de l'agriculture devient subitement mauvaise parce que le monsieur a décidé d'aller braquer? C'est pour cette raison que le critique a parlé de la morale. L'Akomaya, c'est un instrument qui peut être bon si par extraordinaire, celui qui détient cette chose a des qualités de bonté, de générosité et autres, mais qui peut être un instrument extrêmement nuisible si cela tombe entre de mauvaises mains. La difficulté, c'est que vous semblez vous inscrire dans la critique. Dans la critique, n'est-ce pas, de la corruption, dans la critique, n'est-ce pas, du clientélisme politique, a-t-il semblé. Et si, tel que vous le dites, la machette serait quelque chose de génériste, qui ne peut servir qu'à chacun selon, n'est-ce pas, son bon vouloir, nous sommes d'accord. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais dans la bouche du sage tout à l'heure, j'ai pu percevoir qu'il y avait d'abord une observation. On prenait d'abord le temps d'observer celui à qui on devait remettre un tel instrument qui peut être dangereusement utilisé. Et quelle est votre idée là-dessus? Et puis, je ne sais pas ce que votre expérience d'homme de droit vous a apporté dans l'écriture de cet ouvrage. J'aimerais en savoir surtout par rapport, n'est-ce pas, à la position très fragile que j'observe chez votre héros. Déjà, ma position d'homme de droit a été, je peux dire, un obstacle, non seulement dans la rédaction, dans le style, parce qu'en droit, on a une manière d'écrire qui n'est pas exactement la même manière d'écrire des romans. En droit, vous devez faire des phrases simples et le vocabulaire juridique est très précis, très restreint. Il peut arriver qu'en droit, vous écriviez un paragraphe. Si vous devez parler d'un contrat synalagmatique,
vous ne pouvez pas forcément utiliser un synonyme, sinon vous changez le sens de la phrase. Donc en droit, les répétitions, le même mot, si vous devez l'utiliser 10 fois dans la page, vous allez le faire. Mais lorsque vous écrivez un roman, si j'écris le même mot 10 fois, on va peut-être penser que je manque de vocabulaire et que ceux qui lisent le roman n'apprendront rien. Donc, ce n'est pas forcément un avantage d'être magistrat et d'écrire des romans parce que c'est deux choses, deux styles différents. Ensuite, vous savez que lorsqu'on aborde un roman, c'est un thème, mais il y a des thèmes secondaires. Il y a un thème principal et un thème secondaire. Et il n'y a pas forcément de lien a priori entre la komaya et la corruption. Ce n'est pas parce qu'on possède la komaya qu'on va être corrompu. Et ce n'est pas parce qu'on ne possède pas la komaya, voilà, il n'y a aucun lien. Mais il se trouve que celui qui possède la komaya dans sa vie de tous les jours, c'est un humain. Il va avoir des qualités ou des défauts. Il peut avoir une qualité ou un défaut. Donc, on ne peut pas, sous prétexte d'écrire un roman, de ne parler que de la komaya de A à Z. Et je pense que c'est pour cette raison-là que d'autres thèmes qui sont secondaires peuvent être présents dans le roman. Alors je vais juste peut-être compléter ce qu'il vient de dire. Je comprends bien votre interrogation parce que certainement que si vous aviez parcouru l'ouvrage, vous auriez souvent eu réponse matière effectivement à comprendre parce que au-delà de l'usage que le personnage Akuma fait de la komaya, il y a également son parcours. Il y a le parcours du personnage en question. Lorsqu'effectivement vous lisez l'ouvrage, vous vous rendez compte qu'en réalité, ce n'est pas à l'âge adulte qu'il est devenu un personnage subitement pervers. Il avait déjà des élans de perversité dès son enfance. Et cependant, la komaya lui est léguée par défaut. D'accord? C'est ça préoccupation. Voilà. La komaya lui est léguée par défaut. Donc en réalité, ce n'était pas lui qui devait en hériter. C'est son petit frère qui devait en hériter. Cependant, le père étant en incapacité de léguer ça à son petit frère parce que trop jeune, eh bien, il a été en quelque sorte, entre guillemets, corrompu par sa femme, son épouse, qui l'a convaincu de léguer ça à son fils, qui plus tard allait généreusement léguer cela à son frère. Ce qui effectivement n'a pas été fait. Ce qui n'a pas été fait. Mais je vous invite véritablement à parcourir le texte et vous verrez que toutes ces questions vont être... Et puis pour rebondir sur une question, il a parlé de la question de l'observation. Est-ce qu'il n'y a pas eu un travail préalable? Oui, on peut observer, prendre toutes les précautions nécessaires et se tromper. On peut être un homme parfaitement intelligent, rationnel et prendre de mauvaises décisions. Cela nous arrive à tous les jours, notamment lorsque notre cœur intervient dans le choix que l'on doit faire. Parce que l'un est un homme, comme son nom l'indique, en Cambéum signifie les savants. C'est quelqu'un qui sait, il connaît le monde occulte. Donc, de sa position d'homme rationnel, il se dit, oui, j'aime ma femme, la troisième femme la plus belle, je vais donner la komaya à son fils. Mais après, il tombe malade et il épouse la quatrième femme malgré lui. Et il se rend compte que la quatrième épouse, quand bien même elle ne fait pas de vagues, elle est arrivée là par chance, mais son fils a beaucoup plus de qualité que le fils de la troisième épouse. Vous comprenez? Et la troisième épouse se rend un peu compte que la komaya
va basculer de son fils, qui s'appelle Akoma, au fils de la 4e épouse sur qui ne comptait même pas. Et moi, donc, par le choix de partager la Komaya justement entre ses deux fils, parce qu'il dit au plus âgé, tu vas garder la Komaya pendant un temps, mais lorsque ton jeune frère deviendra un homme, tu vas lui transmettre la Komaya. En réalité, en divisant, en essayant de répartir la Komaya entre ces deux cœurs, je voulais mettre l'accent sur une dualité. Nous sommes des êtres rationnels, nous prenons des décisions en fonction de la raison de façon objective, mais nous sommes aussi des êtres émotionnels. C'est pour cette raison-là que vous allez voir un homme, il a plusieurs femmes, une femme peut être laide, elle est travailleuse, elle est attentive, et vous allez voir, il épouse une deuxième femme qui a pour seule qualité d'être belle. Et vous allez voir votre père, il prend peut-être de mauvaises décisions, etc. parce qu'il est partagé entre son cerveau et son cœur. Et à l'intérieur du roman, il prend la décision de partager son destin qui avait été le sien entre ses deux fils, entre le fils de la 4e épouse qui est le choix de son cerveau, de sa raison, et le fils de sa 3e épouse qu'il aime simplement parce qu'elle est belle. Donc c'est un peu ça, et je voulais mettre l'accent sur cela, que nos choix, même quand on est intelligent, ne sont pas forcément rationnels. En même temps, on a l'impression, quand on écoute très attentivement les explications, qu'il y a un texte biblique très fort. Il y a un arrière-fond biblique. Ça a été évoqué tout à l'heure par rapport à Esaü et Jacob. On se retrouve dans la même situation ici, où c'est l'une des choses qui influence finalement la décision du père de transmettre. On retrouve également dans la décision finale du père une décision à la Salomon, où il départage de manière quasiment équitable les deux prétendants à la succession. C'est pour rejoindre de conforter ceux des chrétiens qui ont l'impression qu'il s'agit d'une renonciation, d'un appel à la renonciation au christianisme. Oui. Et pour finir, il y a d'excellents chrétiens qui ont fait le choix de leur cœur, notamment Samson. Samson, il croit en Dieu, Dieu lui remet son Akémaya, il serait plus fort que les autres, mais sous les conseils de sa femme, il viole l'interdit qui lui avait été fait de couper les cheveux. Donc, c'est pas simplement chez les femmes ou chez les hommes, c'est quelque chose pour moi qui est universel. Il y avait une question. Bonsoir à tous. Guillaume aussi. Je me félicite déjà du résumé. Et puis, il parlait tout à l'heure de quand on se rendait au village, on nous disait de ne pas aller chez tel ou tel ou de ne pas manger. C'était surtout la banane douce. Alors, mes interrogations sont dans deux volets. Tout à l'heure, l'auteur parlait de sa polygamie intellectuelle entre la littérature. C'est vrai que la question a légèrement été abordée par mon frère, entre la littérature et l'autre voie. Donc, premièrement, quelle a été, c'est vrai que vous avez aussi essayé d'en parler, mais pas totalement, quelle a été la difficulté entre l'homme de droit que vous êtes et cet enfant qui a grandi dans la littérature? Quelle a été la difficulté à ce niveau? La deuxième question, c'est aussi une question en termes de difficulté. Nous savons tous, c'est vrai aujourd'hui on en parle, je peux dire librement, mais nous savons tous que Akomaya, surtout pour nous qui sommes femmes, en réalité ça a toujours été un sujet plus ou moins tabou. On ne pouvait même pas en parler, surtout si on nous dit dans le village que tel a hérité de l'Akomaya. Donc c'est dans des murmures.
Alors, si c'était un film, on parlerait de fiction. Quelle a été la difficulté pour vous lors de la rédaction? Est-ce que les personnes que vous avez rencontrées vous ont parlé à cœur ouvert ou il y a eu beaucoup de... Vous avez senti des zones d'ombre quant aux personnes ressources? J'en ai fini. La question que vous posez est intéressante. Quelle a été la principale difficulté entre le magistrat que je suis et le juriste? Je vais dire que l'écriture en elle-même a été une difficulté. Parce que je me disais que je savais écrire, mais en 2018-2019, lorsque j'ai eu l'idée d'écrire à Komaya, je me suis rendu compte que écrire un roman, vraiment, c'est pas facile. C'est très très difficile. J'avais écrit les 10 premières pages. Et moi-même, lorsque je regardais les pages en question, pourtant je suis passionné de littérature, mais c'était vraiment médiocre. Vraiment médiocre. Et j'avais supprimé le document de l'ordinateur. Puis en 2020, quelque temps avant le Covid, j'avais lu un roman de Joseph Zobel, La rue Cazenègre. Et à l'intérieur, il décrit un peu son enfance en Martinique, dans les champs de cacao, comment lui, qui vit dans les champs de cacao avec sa grand-mère, découvre la ville. Et bizarrement, en lisant, je me suis senti un peu comme si j'étais à Aoua, chez ma grand-mère, ou à Wongozo. Vraiment, c'est un roman autobiographique de Joseph Zobel. Et après, je me suis dit, pour écrire, je vais faire comme lui. Il utilise le je, le moi. Et l'erreur que j'avais faite, c'était d'écrire avec mon style de droit. Donc, j'ai essayé de faire comme les écrivains. Et j'ai aussi bénéficié de conseils. J'ai bénéficié du conseil de M. Ntoké, j'ai bénéficié du conseil d'Antier Ondo. Et souvent j'allais chez lui, je ne lui avais même pas encore dit que j'écris un roman à l'époque et je lui demandais comment tu fais pour faire telle ou telle chose et il me donne des conseils. Donc vraiment j'ai bénéficié de leurs conseils et ça m'a pris 4 ans pour écrire ce roman entre 2020 et disons 2023. Donc ça m'a pris 4 ans, j'ai vraiment pris mon temps. Je connais des écrivains, j'ai lu une interview une fois dans une vidéo de Sylvine Sam et elle disait qu'elle écrit certains romans en 1 mois. Donc elle, parce que c'est une écrivaine de talent confirmé, mais moi il me faut 4 ans pour écrire un roman. Donc vraiment écrire un roman c'est pas facile, surtout lorsqu'on est nouveau dans la chose et surtout lorsqu'on a déjà certaines habitudes professionnelles dans un autre domaine. Le deuxième volet. Est-ce que les gens rencontrés se sont ouverts et justement, là, je peux dire que je n'ai pas fait de questionnaire. C'est vraiment de ce que j'entendais les gens dire. Voilà, ma mère, quand elle raconte une histoire, par exemple, telle à la Komaya, j'écoute elle-même, elle ne sait même pas, mais ça m'inspire pour le roman. Mon père, quand il raconte une histoire, ça m'inspire. Bon, il y a certaines personnes qui m'ont vraiment expliqué. Voilà, avec certaines personnes qui peuvent m'expliquer à cœur ouvert. Par exemple, mon défunt grand-père, Nguemei Urbain, il est décédé il y a quelques années. Lui, il pouvait m'expliquer à bâton rompu, etc. Ma grand-mère de Mungano Catherine, elle pouvait m'expliquer concrètement comment on transmet. Donc, il y a des personnes de bonne volonté, mais ce sont aussi des souvenirs. Voilà. Voilà. Oui, excusez-moi, je n'ai pas encore lu le roman, mais rien que par le titre, on est interpellé. En Komaya, comme vous l'avez dit, ça fait beaucoup de dégâts, ça suscite même beaucoup de polémiques, de traditions. Et dans certaines familles, lorsqu'il y a des querelles, des mésententes, on ne nomme jamais en Komaya. Je ne sais pas si c'est en Komaya qu'on appelle la chose
C'est là une question. Parce qu'on dit, il discute quelque chose. Mais quelle est cette chose qui n'est jamais nommée? Et une question d'ordre personnel. Croyez-vous au destin? Parce qu'il y a Akomaya et puis, du point de vue philosophique, il y a le destin de l'individu. Est-ce qu'on peut forcément réussir sans tenir compte d'Akomaya ou bien l'être humain a un destin? Est-ce qu'on est prédestiné à quelque chose? Question philosophique. C'est toujours aussi philosophique. Comme vous le rappelez, Akomaya dans les sociétés francs, et pas seulement francs, parce que je suis convaincu que ça existe aussi dans d'autres sociétés, c'est une question taboue. Et bon, moi, intellectuellement et humainement, j'ai un peu du mal avec des sujets tabous. Et je me dis que c'est une réflexion qui doit nous animer. Est-ce qu'il est important ou nécessaire que tous les sujets soient tabous? Parce qu'en ne les abordant jamais, nos savoirs se perdent. Voilà. Il faut en parler. Et la question que vous posez, l'autre question que vous posez, est-ce que je crois au destin? Est-ce qu'on est prédestiné? Pour moi, ma conviction personnelle, je ne crois pas beaucoup. Je ne crois pas au destin ou en la prédestination. Vous comprenez? Mais lorsque j'ai écrit Akomaya, j'ai d'ailleurs créé un narrateur qui a l'air d'être naïf, qui ne sait pas. Voilà. Je me suis dit que c'était beaucoup plus facile d'utiliser le moi et de mettre le narrateur dans la peau d'un personnage naïf. Ça permet de poser des débats, des questions. Et à travers Akomaya, je n'ai pas voulu fermer le débat. J'ai voulu que le débat soit ouvert et que chacun se fasse sa propre idée. Cela me permet aussi de venir sur la fin de l'ouvrage. Dans la fin de l'ouvrage, c'est une fin qui ne satisfait pas forcément parce qu'on ne sait pas qui finalement va partir avec l'Akomaya. Voilà, donc j'ai voulu laisser le débat ouvert et que chacun se fasse son idée. Je me dis que lorsqu'on écrit un livre, ce n'est pas, en tout cas lorsque j'ai écrit Akomaya, ce n'était pas forcément pour affirmer des positions, mais c'était pour susciter de la réflexion. C'était vraiment ça le plus important. Et c'est cette réflexion qui nous réunit ici ce soir. Le temps continue à avancer. Je crois que nous allons prendre trois dernières. Oui. Trois dernières questions. Merci. Je reviens quand même sur les félicitations parce que Daniel, c'est quelqu'un que je connais beaucoup. Il a toujours été de moi un des meilleurs de sa génération. Je tenais à te féliciter pour la qualité de l'entretien. Je n'ai pas eu le plaisir de lire l'œuvre, mais en écoutant un peu les interventions de monde, clairement que c'est un sujet d'une importance capitale que tu abordes. Et l'analyse que vous faites montre effectivement que c'est beaucoup plus un questionnement derrière. Il y a beaucoup d'aspects qui sont abordés, aussi bien sur le plan politique, sur le plan culturel, que sur le plan social. Et une des questions qui captive mon esprit, in fine, c'est de se demander quel est le positionnement de l'œuvre, ou plutôt de l'auteur, ou le positionnement même de la société, par rapport à ce qui n'est pas une histoire, qui n'est pas un mythe, mais qui est une réalité de nos sociétés. La capacité à transmettre une forme de connaissances qui ont toujours existé dans nos sociétés et qui ont leur importance dans notre identité, par opposition à cette forme d'acculturation que nous a amené l'Occident, à travers le processus d'acquisition de connaissances, qui nous éloigne même dans la transmission de la religion, même dans la communication, qui nous éloigne. Mais aujourd'hui, comment on trouve un équilibre entre cette réalité qui est l'Akomaya, qui a cette capacité d'apporter un certain équilibre, une certaine aisance, qui a été aussi un mode de transmission de connaissances par opposition au modernisme, à l'Occident, qui nous demande parfois, pour des raisons un peu
pernicieuses de nous éloigner de ces réalités-là. Comment on équilibre ça pour trouver notre identité dans la société? Votre question est très importante parce qu'elle elle renvoie un peu à la raison pour laquelle je me suis mis à écrire. Et moi, je pense à notre identité. Mais le problème, c'est quelle identité aujourd'hui? Est-ce qu'on va dire que nous sommes totalement uniquement ou exclusivement des Africains qui devons retourner à notre mode de vie? Ou est-ce que nous devons jeter à la poubelle toutes les connaissances qui nous ont été imposées ou alors offertes par l'étranger? Moi, ma conviction personnelle, c'est qu'il faut prendre acte de ce que nous sommes aujourd'hui, des métis culturels. Nous sommes des héritiers de deux cultures que nous n'avons pas forcément choisies. Voilà, nous sommes des héritiers d'une culture africaine, même si elle se perd. Et moi, l'objectif avec Akomaya, c'était de faire en sorte que certaines de nos cultures ne se perdent pas. Maintenant, lorsqu'on reçoit un héritage de ses parents, c'est pas tout qu'on prend. Votre père peut vous laisser des costumes. Si le costume vous va, vous le portez. S'il ne vous va pas, ben, soit vous le vendez, vous le donnez à quelqu'un d'autre ou vous le jetez. Nous avons aussi hérité de la colonisation, de la culture française. Je me dis, tout dans la culture française n'est pas mauvais. Et il faut vraiment éviter de tomber dans l'un ou l'autre des deux extrêmes en disant qu'on n'adopte que les cultures africaines ou alors qu'on rejette systématiquement. Voilà. Je pense qu'il faut tenir compte de toutes ces cultures-là. Et France Fanon, dans son ouvrage Peau noire, masque blanc, disait un peu cela. Je crois qu'il disait le noir qui veut blanchir sa race est aussi malheureux que celui qui prêche la haine du blanc. Ce qu'il veut dire par là, c'est que oui, la colonisation, etc., a apporté son lot de méfaits, mais on ne va pas être dans une position d'opposition systématique, simplement s'opposer pour le plaisir. Voilà. Donc, même dans la culture occidentale, il y a des choses qui peuvent être bonnes, mais il y a aussi beaucoup de choses qu'on n'est pas obligé d'adopter. Tout comme dans nos cultures africaines, il y a beaucoup de choses que nous ne sommes pas obligés d'adopter simplement parce que nous sommes africains. Donc, de part et d'autre, on reçoit un héritage, mais on reçoit cet héritage sous bénéfice d'inventaire. Si c'est bon, on garde. Si c'est pas bon, on jette à la poubelle, même si ce sont nos ancêtres ou nos amis français qui ont laissé. Oui. Merci beaucoup, c'était vraiment passionnant. Moi je suis un peu néophyte, donc je suis désolé si ma question va être un peu maladroite. Au tout début, vous parliez de la question de la transmission, de la culture fan, les plats, les proverbes, toutes ces choses-là. Et je remarque que votre roman est écrit en français. Du coup, je me posais la question si pour vous, vous aviez écrit en français comme ça, ou si vous étiez posé la question est-ce que j'écris en fan ou est-ce que j'écris en français, et qu'est-ce que ça apportait en plus pour le roman? J'écris en français. Je n'ai pas encore les compétences pour écrire en fan. Parce que vous savez que, oui, je parle le fan, mais le fan, la difficulté c'est que c'est une langue qui n'est pas encore exactement codifiée. Vous comprenez? De Bitam à Oyem, déjà, c'est pas le même fan. De Oyem à Lambaréné, c'est pas le même fan. D'Oyem à Ebibiyin ou alors à Mbam au Cameroun, c'est pas la même chose. Donc, écrire en fan, pour moi, je n'ai pas encore les compétences. Je peux en fan et traduire en français. Donc, en écrivant la langue française,
parler. Parce que dans certains passages du roman, on peut avoir l'impression de traduction peut-être littérale d'un proverbe ou d'une expression. Et j'aime bien ça, j'aime bien parfois certaines traductions littérales parce que ça permet d'avoir des tournures de phrases qu'on ne pourrait pas avoir dans un français facile, littéral. Et vraiment, j'ai gardé cette traduction littérale parce que ça donne une construction de phrases originale, voilà, qu'on ne peut pas trouver. Donc, je pense que c'est un enrichissement mutuel. Le français va se retrouver enrichi. Bon, certains vont trouver cette phrase-là barbare, mais le français va aussi avoir de nombreux proverbes. Il y a certains proverbes, on va dire un proverbe français, mais l'origine du proverbe, elle est peut-être arabe ou d'un autre continent. Donc pour moi, les deux langues peuvent s'enrichir mutuellement. Oui. D'un autre côté, lorsqu'on écrit un ouvrage comme ça, il y a toujours derrière une visée pédagogique, un objectif précis, être lu, être lu à l'école, être inscrit au programme. Si j'écris l'ouvrage uniquement en langue vernaculaire, déjà je vous empêche vous de le lire, parce que vous ne pouvez pas le comprendre. Et donc je limite le public, inévitablement. Donc il y a déjà ce fait qu'effectivement le français c'est la langue officielle, donc c'est la langue de l'école. Et si un jour je veux effectivement que mon public soit étendu et que les élèves prennent connaissance de cela, 70 à 80, sinon les 100% des enfants parlent français. La spiritualité africaine, animiste, peut être compatible avec la spiritualité chrétienne ou avec la spiritualité musulmane. C'est effectivement une question qui se pose dans nos sociétés. Si on pose la question à un chrétien qui sort de l'église un dimanche à midi, ceux qui vont lire Akomaya en se disant qu'ils vont trouver beaucoup de réponses, vraiment c'est pas le bon ouvrage. Mais si vous lisez Akomaya parce que vous voulez découvrir de la littérature ou parce que vous voulez vous poser des questions sur nos traditions, notre modernité, notre identité, là il y aura vraiment matière à lire. Et c'est un peu mon attachement à non seulement la littérature mais la philosophie. Les questions sont plus importantes que les réponses. Et je crois que c'est sur ces mots de l'auteur que nous allons nous séparer. On retient qu'en fait, les débats ne pourront pas être épuisés. On pourra les continuer dans les couloirs ou en contactant l'auteur ou voilà. Ceux qui ont fait Centre Pompidou, voilà, j'allais dire c'est du Centre Pompidou. Merci, Aloma yi kunguza ye mokome yenyo Untume wa kwa le mama kome yenen dendang Enu milala koma tigande ntume